Bonjour à tous et à tous, soyez les bienvenus. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour ce nouveau numéro des rendez-vous de travail et sécurité. Vous êtes très nombreux à nous regarder en direct et j'en profite pour vous rappeler que tout au long de l'émission, vous pouvez nous poser vos questions via le chat. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux TMS, les troubles musculo-squelettiques, et plus spécifiquement à l'évaluation des risques liés à ces TMS. Un sujet qui fait suite au dossier paru dans la revue Travail et Sécurité de décembre. Pour en parler avec nous en plateau, Aude Cuny, bonjour. Bonjour. Vous êtes ergonome et responsable de laboratoire à l'INRS. En un mot, est-ce que vous pouvez nous expliquer le périmètre de vos missions ? Oui, alors je contribue à des études et des recherches pour la prévention de différents risques professionnels, dont les troubles musculo-squelettiques. Et ces recherches vont alimenter ensuite l'ensemble des produits d'information qui sont mis à disposition des entreprises, des salariés et des préventeurs par l'INRS. Cécile Pasquet, bienvenue. Bonjour. Vous êtes ergonome et référente TMS à la CARSAT Centre Val-de-Loire. On peut savoir en quoi consiste votre rôle ? Donc, mon rôle, c'est d'accompagner les préventeurs de terrain et les entreprises sur différentes thématiques, notamment la conception des lieux et situations de travail, réaliser quelques études ergonomiques et puis surtout les accompagner dans la mise en œuvre de leur démarche de prévention des TMS. Et enfin, Malika Jean-Louis, merci d'être parmi nous aujourd'hui. Vous êtes responsable qualité, sécurité et environnement du groupe Keris basé au Hayan en Gironde, spécialiste de l'aménagement de l'habitat. Pouvez-vous nous présenter en 2 mots votre entreprise ? Bonjour, le groupe Keris en propose une offre globale pour l'aménagement de l'habitat. Donc le cœur de métier, c'est de l'achat, du stockage de produits et de la revente. Donc c'est 1000 collaborateurs. Sur 2024, le chiffre d'affaires était de 274 millions. Et ça représente 85 000 m² d'entrepôt logistique. On a une équipe QSE de 6 personnes, donc la responsable QSE, 2 personnes dédiées à la logistique, une coordinatrice sécurité, un coordinateur environnement et une assistante QSE. Donc un service bien structuré. Exactement. Pour commencer, Aude Cuny, pouvez-vous nous rappeler en quelques mots ce que sont les TMS, les troubles musculo-squelettiques ? Oui, alors les TMS, en fait, ça regroupe un ensemble d'atteintes qui vont toucher les articulations, les muscles, les tendons et les nerfs, qui vont être localisés au niveau des membres supérieurs, du dos et de façon un peu moins fréquente au niveau des membres inférieurs. On peut citer par exemple le canal carpien, les lombalgies, les tendinites qui touchent le coude ou l'épaule par exemple. Et ce sont des troubles qui vont être liés en grande partie à l'activité professionnelle et qui aujourd'hui représentent près de 90% des maladies professionnelles qui sont reconnues par l'assurance maladie en France. Et concrètement, comment ces troubles vont-ils s'exprimer pour les travailleurs ? Alors ça va s'exprimer par des symptômes qui sont bien souvent d'installation progressive. Donc ça peut commencer par de la gêne, de la fatigue, de l'inconfort, qui vont se traduire ensuite par des douleurs qui peuvent s'installer dans la durée si l'exposition perdure. Et si l'exposition perdure, on peut aller jusqu'à des limitations fonctionnelles du type perte de force, raideur, limitation en termes d'amplitude articulaire. Donc voilà, des handicaps plus ou moins durables, donc des conséquences qui sont vraiment loin d'être négligeables pour les travailleurs qui sont concernés. Entendu. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer quelles sont les causes des TMS ? Oui, donc les troubles musculo-squelettiques sont en grande partie liés à la réalisation de l'activité professionnelle. Et ce qui expose dans l'activité professionnelle, ça va être une combinaison de plusieurs facteurs. Donc, ce sont des troubles multifactoriels. Ces facteurs vont être à la fois biomécaniques, physiques, psychosociaux et liés aux ambiances physiques de travail. Donc, juste très rapidement, les facteurs de risque physiques, ça va concerner par exemple des postures contraignantes, des efforts qui peuvent être intenses ou peu intenses et maintenus, une répétitivité des gestes. Les facteurs psychosociaux, ça peut être par exemple un manque de soutien social, une intensité du travail ou une insuffisance en matière d'autonomie. Et en ce qui concerne les ambiances physiques, ça peut être une exposition aux vibrations ou une exposition au travail au froid, par exemple. Donc un mot d'ordre concernant les TMS, c'est multifactoriel. Oui, tout à fait. Et peut-être pour préciser, on ne parle pas ici uniquement d'activités très contraignantes physiquement, comme on l'imagine dans l'industrie agroalimentaire ou encore le soin et aide à la personne, mais d'autres secteurs peut-être auxquels on pense moins, Cécile Pasquet ? Tous les secteurs peuvent être touchés par les TMS et ce qui va être différent d'un secteur à l'autre, ça va être les facteurs de risque auxquels ils sont exposés. Par exemple, dans le bâtiment, on va retrouver des expositions autour de la manutention manuelle de charge et d'un environnement contraignant, soit l'hiver par le froid ou l'été par la chaleur, ce qu'on ne voit pas dans l'agroalimentaire.
Mais ce que j'entends, c'est qu'éventuellement, on peut être touché par ces TMS dans des emplois de bureau. Complètement. Les emplois tertiaires peuvent être soumis au risque de TMS et là, on va être plutôt sur une typologie en termes de facteurs biomécaniques de posture statique, manque de mouvement, au contraire. Par rapport aux autres activités, on est plutôt sur des mouvements répétés. Et puis, une grande importance de la présence des facteurs psychosociaux. Donc, la surcharge de travail, le travail haché, le manque de soutien relationnel peuvent être source de TMS. Donc, encore une fois, multifactoriel. Multifactoriel aussi. Pour prévenir ces affections, l'INRS a formalisé une démarche de prévention en 4 étapes. De quoi s'agit-il, Aude Cuny ? Alors, c'est une démarche qui doit permettre d'accompagner les entreprises dans la mise en œuvre d'une prévention durable des TMS. Donc, bien sûr, l'objectif de cette démarche est de viser la réduction du risque ou voire la maîtrise du risque, mais ça peut s'accompagner également d'autres bénéfices pour l'entreprise, une meilleure attractivité, une meilleure gestion de l'absentéisme, voire une amélioration de la performance. Et c'est une démarche qui est proposée en 4 étapes. Donc, une étape qui consiste à s'engager dans la démarche, une étape d'état des lieux, une étape d'analyse approfondie des situations de travail et une étape de transformation. Et autour de ces 4 étapes successives vont s'articuler 3 actions transverses, donc permanentes, qui consistent à mobiliser les acteurs autour de cette question, informer, communiquer et évaluer la démarche et les résultats à la lumière de la méthode qui a été mise en œuvre. Donc si je comprends bien, il n'existe pas de solution toute faite. Alors non, en matière de TMS, il n'existe pas de solution toute faite. Pourquoi ? Parce que la multifactorialité des TMS rend très difficile la possibilité d'identifier des solutions qui seraient adaptées à l'ensemble des situations de travail. Donc je pense qu'il faut se garder parfois d'investir un peu vite dans des solutions qui pourraient s'avérer inutiles, voire générer de nouvelles contraintes. Pour autant, il existe quand même de grands principes qui guident la recherche de transformation et qu'on peut retrouver par exemple dans la brochure ED 6518 qui décrit cette démarche de prévention. Un document de référence de l'INRS. Et il me semble d'ailleurs que toutes les références citées tout au long de l'émission, vous pouvez les retrouver sur la plateforme pour aller plus loin. Cécile Pasquet, ce qu'on vient d'entendre là, en pratique, est-ce que c'est vraiment à la portée de toutes les entreprises et même les plus petites ? Bien sûr. La démarche peut être déployée dans toutes les tailles d'entreprise. Simplement, elle va être adaptée en fonction de la taille d'entreprise. Par exemple, dans les grandes entreprises, on va mettre en place un copil et des groupes de travail. Et dans les plus petites, on fera peut-être une instance unique qui fera l'objet et du pilotage et de l'animation de la démarche. Et d'ailleurs, un exemple d'une démarche d'évaluation des TMS réussie dans une petite entreprise, on regarde. On a fait appel à la CARSAT, qui nous a bien conseillé, qui nous a aidé aussi, et du coup on a fait appel à une ergonome via la IST, qui nous a permis d'étudier le dossier. On a travaillé tous ensemble, ce qui a été très appréciable. Du coup, avec l'ergonome, on a beaucoup travaillé, elle est venue passer une journée avec nous pendant qu'on travaillait. Donc elle nous a regardé travailler, les postures qu'on avait, regardé tous les problèmes qu'on pouvait améliorer ou éviter justement. Et de là, est parti un projet un peu fou, on va dire, parce qu'on a changé quand même pas mal de choses. En travaillant tous ensemble, on a eu des aides qui nous ont permis d'aller plus loin que ce qu'on aurait pu faire nous-mêmes. Mais il faut pas enlever à l'esprit que il y a un gros investissement de l'entreprise, il faut pas rêver. Il faut pas oublier que c'est quand même l'entreprise qui va lancer le projet, qui décide du projet, et aussi qui le finance. Parce que la CARSAT aide, mais elle va pas non plus financer tout le projet. Donc il faut pas partir en se disant la CARSAT nous finance tout, c'est super. Non, pas du tout. La CARSAT nous aide aussi à monter le projet avec l'ergonome aussi, la IST du coup. Mais voilà, c'est un investissement aussi de la part de l'entreprise. Des réactions en plateau peut-être ? Oui, je voudrais d'abord souligner 2 éléments qui ont été mentionnés dans ce témoignage et qui me paraissent vraiment importants. Déjà, je souligne l'engagement de la direction. C'est important parce que c'est un prérequis indispensable à la mise en marche, à la mise en œuvre d'une démarche de prévention. C'est surtout un gage de réussite important. Et puis la deuxième chose qui est soulignée dans le témoignage, c'est la question de l'investissement. Alors en effet, je pense qu'il est important de rappeler que une démarche de prévention s'associe d'un coût de mise en œuvre de la démarche, mais aussi d'un coût pour la mise en place d'actions de transformation, mais que cet investissement immédiat doit s'associer en retour d'une amélioration des conditions de travail, voire, on l'a dit tout à l'heure, d'une meilleure attractivité du personnel peut-être, d'une meilleure gestion de l'absentéisme, etc.
Alors, nous avons évoqué l'état des lieux comme première étape de l'évaluation. Mais qu'est-ce que c'est concrètement, Cécile Pasquier? Est-ce que vous pouvez nous indiquer? Alors, la première étape, c'est ce fameux état des lieux. Nous, on l'appelle plutôt dans l'institution le dépistage. C'est identifier, en fait, sur l'ensemble des situations de travail, d'aller faire une photographie à un instant T des différentes situations de travail et d'identifier quelles sont les priorités, les postes qui présentent le plus de facteurs de risque de TMS. Mais c'est aussi le moment de choisir des indicateurs de suivi, il me semble. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples? Il y a différents types d'indicateurs. La première famille d'indicateurs sont les indicateurs RH, aller rechercher des informations sur les maladies professionnelles, l'accidentologie ou les douleurs qu'on peut ressentir, ou aller creuser aussi du côté de l'absentéisme ou du turnover peuvent être des éléments indicateurs d'une situation de travail qui se dégrade. Ensuite, on a des indicateurs, une famille d'indicateurs plutôt de moyens, où là, on va pouvoir suivre ce qu'on met en place, donc le nombre de réunions du comité de pilotage ou des groupes de travail, le nombre d'études qui ont été faites sur les situations de travail, ou alors encore, on arrive plutôt sur la fin de la démarche, mais le nombre d'actions de modification, d'amélioration des conditions de travail qui ont pu être mises en œuvre. Et la troisième famille qu'on oublie souvent un petit peu, c'est des indicateurs plutôt de production, où on va aller chercher, suivre par exemple le taux de rebut, le nombre de pannes, et essayer de les croiser avec les indicateurs RH pour justement essayer de voir s'il n'y a pas des choses qui croisent, par exemple un poste de travail où il y aurait de nombreux dysfonctionnements de l'appareil de production. Si on voit en parallèle monter des plaintes des salariés, des douleurs, ça peut alerter sur quelque chose qui se dégrade. Mesdames, Messieurs, j'en profite pour vous rappeler que vous pouvez poser vos questions sur le chat. Et justement, voici une question. Qui se charge de cet état des lieux? Aude Cuny? Alors, l'état des lieux, il est piloté par l'animateur de la démarche. L'animateur de la démarche doit disposer de compétences spécifiques en matière de prévention des risques professionnels et de conduite de projet. Alors, ça peut être l'employeur de l'entreprise, ça peut être un salarié, ou si l'entreprise ne dispose pas de ces compétences, ça peut être un acteur externe qui va accompagner l'entreprise, comme un ergonome ou un contrôleur d'une CARSAT, un intervenant en prévention de risques professionnels d'un service de prévention santé au travail, ou pourquoi pas un consultant, un ergonome consultant par exemple. Et chez Keris, Malika Jean-Louis, comment s'est organisée la définition de ces postes prioritaires? Racontez-nous un peu. Alors chez Keris, nous avons utilisé la méthode de dépistage. Et suite à celle-ci, nous avons pu prioriser l'ensemble des postes, des 3 postes prioritaires qui ont été donc le travail en hauteur, la préparation hors convoyeur, les produits lourds supérieurs à plus de 25 kilos. Voilà. Et troisièmement, les caristes. Donc, ces 3 postes ont été priorisés. Ensuite, nous avons mis en place des groupes de travail avec la CARSAT, mais également les collaborateurs pour pouvoir effectivement faire de la co-construction. Ces groupes de travail, on faisait donc des copiles à peu près tous les 3 mois avec Madame Pasquier ici présente et son collègue, Monsieur Dos Santos. Qui nous permettait effectivement d'avancer puisque comme on travaillait en amont, on arrivait en copile et on pouvait échanger, construire et trouver des solutions pérennes pour les collaborateurs. Donc cette préparation aussi nous a permis de ne pas s'étendre juste à une catégorie, c'est l'ensemble des produits lourds qui ont été pris en compte pour cette démarche. Donc tout ce qui est chauffe-eau, parois de douche, sac de sel, vraiment tous les produits supérieurs à plus de 25 kilos. Donc une démarche co-construite et pérenne dans le temps. Oui, c'est ça. En résumé, une fois les situations de travail et risques identifiés, l'analyse concrète peut commencer. Un exemple en image avec le témoignage de Jérôme Lupa, qui est directeur d'un magasin Leclerc. Monsieur Balthazar, donc, qui est l'ergonome du service de santé au travail, nous a accompagnés dès le début de notre projet. On savait que c'est un projet qui allait durer 3 ou 4 ans parce que en fait, on a pris la décision d'étudier tous les postes du magasin. Il nous a appris comment faire, comment coter un poste, comment regarder comment ça se passe, qu'est-ce qu'il faut regarder, les vidéos, les études, toutes ces choses-là. Et en tant que poste par poste, ils sont réalisés par mon équipe, présentés à l'ergonome. Ensuite, il y a un débriefing qui est fait avec mon équipe, l'ergonome et le comité de pilotage. Et puis, une fois que ça s'est fait, donc la cotation est terminée. Et puis, elle est présentée au SSCT
une fois tous les trimestres en fonction de l'avancement et on va faire tous les postes comme ça sur 3 ou 4 ans. Alors, c'est pas juste une étude parce que au fur et à mesure où on avance sur les études de poste, on ajoute des choses dans le PAPRI Pacte. C'est le programme annuel de prévention qui seront de toute façon faites et financées sur l'année pour améliorer les conditions de travail des collaborateurs. Donc je pourrais vous citer quelques exemples comme des tabourets avec plusieurs marches, comme des plateformes d'assistance à la mise en rayon, comme des moyens de transpalette électrique au lieu du manuel. Donc tout ça, c'est vraiment fait pour améliorer la vie de mes collaborateurs. Aude Cuny, il me semble que vous vouliez réagir à ce témoignage. Oui, une petite remarque juste pour assurer. Alors c'est vrai que dans cet exemple, on a une analyse qui est manifestement réalisée par plusieurs personnes, ce qui permet d'engager cette analyse sur un nombre important de postes tout en engageant des transformations au fur et à mesure. Donc simplement rappeler que dans le cas de petites entreprises qui ne disposeraient pas des mêmes ressources pour réaliser cette analyse, il est bien sûr possible, comme l'a présenté Cécile Pasquier tout à l'heure, de restreindre au moment de l'état des lieux et de procéder étape par étape, projet par projet. Oui, vous souhaitez réagir ? Je confirme également. C'est vrai que nous, on dispose d'un service dédié. Donc, on a du temps pour pouvoir faire ces études de poste, les analyser et aussi aller jusqu'à l'étape de proposition de plan d'action. Mais pour les petites entreprises, c'est plus compliqué puisqu'il faut pouvoir être mobile. Tout à fait. Et couvrir l'ensemble des sujets. On y reviendra. Oui, dans ce témoignage, on a vu que 3 personnes menaient l'analyse et avaient été formées par l'ergonome du SPST, donc le service de prévention et de santé au travail. Mais comment choisir ces personnes et quelles compétences doivent-elles avoir, Cécile Pasquier ? Alors, la première chose à garder, c'est que ça doit être des personnes qui sont volontaires pour entrer dans ce rôle-là. Ensuite, il faut aller rechercher des personnes qui ont une capacité à être neutres pour pouvoir aller faire des observations sans jugement. Il faut aussi avoir des personnes qui arrivent à prendre du recul et qui sont à l'aise avec l'outil informatique. Et le plus important, il faut qu'elles aient des compétences dans l'analyse, l'observation des situations de travail et l'analyse du travail. Et pour ça, si ces compétences leur manquent, elles peuvent aller se faire former. On a une offre de service sur la formation des personnes ressources ou chargées de prévention, parce qu'il y a deux types de formation. Et on peut retrouver toutes les informations sur le référentiel de l'INRS. Entendu. Mais face à l'ampleur de la tâche, les petites entreprises, on y revient, se sentent parfois assez démunies. Qui, dans les faits, peut les aider ? On l'a vu dans la première vidéo de la boulangerie. En fait, elles peuvent se faire accompagner par des compétences externes. Là, c'était un ergonome d'un service de prévention et de santé au travail. Ça peut être un ergonome d'une CARSAT ou ça peut être des ergonomes de réseaux de consultants. Il me semble d'ailleurs qu'il est important que ces ergonomes soient référencés. Alors, ça, il est important, oui et non, puisque toutes les CARSAT ne fonctionnent pas de la même manière. Donc, nous, dans notre CARSAT, on a un référencement avec une signature de convention pour les consultants. D'accord. Mais dans d'autres, ça peut être des listes indicatives ou dans d'autres. Donc, se rapprocher de la CARSAT. Il faut se rapprocher de sa CARSAT pour savoir. Donc pour illustrer notre propos, voici un témoignage de l'atelier Constant, un pâtissier chocolatier qui a été confronté à des problèmes de TMS sur différents postes de travail. On regarde. Coralie de l'entreprise AFOS, elle est venue, donc ergonome, elle est venue sur nos sites. Elle a regardé comment on travaillait, comment on bougeait, comment on s'organisait, pour voir sur les plans, savoir si on devait mettre une porte à droite, à gauche, l'escalier, pour pouvoir construire au mieux le bâtiment. Après le plan 2D, on a eu une proposition de ergonome pour faire un plan 3D, pour pouvoir visualiser les plans de travail, l'espace autour, savoir si on allait pouvoir travailler confortablement et savoir aussi si les flux étaient bons. Si c'était à refaire, je ferais intervenir une ergonome bien plus rapidement et dès le début du projet. On voit d'après ce témoignage que la question de la temporalité est essentielle. D'après vous, quand est-ce que c'est le bon moment de l'évaluation ? Alors, je pense qu'on peut s'engager à n'importe quel moment dans une démarche de prévention des TMS. Alors bien entendu, on va le faire en cas d'alerte ou de plainte.
Maintenant, plus on va intervenir en amont et plus ça risque d'être efficace. Donc c'est vrai que dans cet exemple-là où l'ergonome intervient très en amont, c'est-à-dire dans la conception des locaux et des situations de travail, ça permet de concevoir les locaux et le fonctionnement des locaux en fonction des besoins de l'activité, tout en visant la santé et sécurité. Cécile Pasquet, je crois que vous vouliez réagir. Si je peux compléter. Il y a une obligation qu'ont les entreprises depuis 1991, qui est de faire l'évaluation des risques professionnels, dont le risque de TMS. De fait, c'est quelque chose qui devrait déjà être traité régulièrement, à minima, remis à jour tous les ans. Et puis, dès qu'il y a un projet, changement de machine, nouvel atelier, c'est l'occasion de se reposer la question et de réévaluer le risque. Une petite pause pour prendre une question du chat. J'ai entendu parler de TMS Pro. Qu'est-ce que c'est, Cécile Pasquier ? Alors, TMS Pro, c'est un programme national qui reprend en fait la démarche qu'a présentée Aude tout à l'heure et qui s'appuie sur la forme d'un parcours en 4 étapes. La première étape, c'est de se mettre en mouvement. La deuxième étape, principalement, c'est de monter en compétences et de réaliser le dépistage. La troisième étape, c'est sur les postes qui ont été définis comme prioritaires, d'aller faire ces fameuses analyses des situations de travail. Et la quatrième étape, c'est d'essayer d'évaluer un peu la démarche qui a été mise en place. Donc, ce parcours est intéressant dans le sens où il guide les entreprises sur la manière de mettre en place la démarche de prévention. Et on peut retrouver toutes les informations sur le site amélie.fr. Donc Malika, Jean-Louis, avant de prendre votre témoignage, je vais reposer une autre question du chat qui s'adresse plutôt à Cécile. Est-ce qu'un formateur PRAP est considéré comme un acteur externe dans cette démarche ? Non, absolument pas. Un formateur PRAP interne à l'entreprise est un bon profil pour devenir la personne ressource si elle s'en sent capable. Donc, il faut lui poser la question et ça peut être un bon profil. Entendu. Il est volontaire. S'il est volontaire, toujours. Bien entendu. Et c'était une question posée par Anne Stern. Donc, Malika, Jean-Louis, Keris s'est lancé dans ce programme. Comment est-ce que ça s'est passé concrètement sur le terrain et qui a mené l'analyse notamment ? Donc, Keris, effectivement, nous avons commencé en 2018. Donc, tout ne s'est pas déroulé, n'a pas été fluide dès le début, parce qu'effectivement, lors du ciblage en 2018 par la CARSAT, nous avons effectivement on a formé 2 personnes ressources, et qui ont commencé à mettre en place cette démarche TMS Pro. Donc, c'est cet outil qu'on a utilisé pour évaluer la prévention des risques professionnels chez Keris. Sauf que on a été, au fur et à mesure, on s'est éloigné de la démarche. Parce qu'effectivement, quand on est formé personne ressource, on a envie d'analyser tous les postes et on oublie les étapes. Donc, on a dû reprendre la démarche, le mettre au niveau groupe et impulser de nouveau un nouveau dynamisme. Donc, on a reformé 2 personnes supplémentaires, donc fait cet état des lieux, redéfini les postes prioritaires, mis en place les copiles, les groupes de travail, et après, effectivement, 3e étape, plan d'action, priorisation avec les collaborateurs. Donc, ça a été un véritable défi, challenge, puisqu'il fallait pouvoir embarquer tout le monde, oui, bien sûr. Les collaborateurs, les convaincre que les propositions qu'ils vont nous donner seront prises en compte, et aussi également le soutien de la direction, très important. Ah oui. Donc, chez nous, directement, la direction s'est engagée. Donc, le fait d'avoir ce soutien, ça met en avant que on est à l'écoute des collaborateurs, on est là pour trouver des solutions et surtout être dans une démarche de prévention. Voilà. Oui, et quand la direction s'implique pour les collaborateurs, j'imagine que ça donne du sens et une envie d'y aller. Ça donne du sens et surtout, ça légitime la démarche. Bien sûr. C'est important pour nous, puisque avoir un service QSE, c'est pas donné à toutes les entreprises, mais ça valorise aussi également le fait d'avoir ses compétences en interne et pouvoir effectivement, dès qu'il y a un aménagement de poste, dès qu'il y a un changement ou une installation de produits en picking, puisque nous on est en logistique, ça permet en compte d'être dans cette démarche TMS Pro et pouvoir mettre en pratique ce qu'on a appris et ce qu'on a la formation et cette démarche TMS Pro. Et petite question pratique, combien de temps est-ce que ça vous a pris ? Alors, combien de temps Alors, pour analyser un poste, et les 3 postes, il faut compter 3 postes par an maximum. Puisque TMS, comme j'ai dit, c'est des étapes en fonction, une fois qu'on a identifié le poste,
Il faut également avoir du temps pour faire les entretiens sur le terrain avec les collaborateurs. Il faut aussi avoir du temps pour mener les groupes de travail, puisqu'on fait pas 100. Et il faut aussi avoir du temps pour faire des copiles. Donc, le temps de faire la boucle et de pouvoir porter ces informations, il faut minimum 1 à 4 mois pour aller sur un poste, être mature et proposer et acter sur une solution durable et avec l'accord de tout le monde, qui mettra tout le monde d'accord. Oui, donc prendre du temps. Prendre du temps. C'est le secret. J'ai une question du chat qui s'adresse à vous, de Clara Merceron, et qui dit « Comment un service QHSE basé au siège peut accompagner une filiale ciblée par un programme TMS Pro ?» Nous avons la chance d'avoir 2 personnes dédiées en logistique. Donc, effectivement, ces personnes sont sur site. Donc, on travaille en collaboration. Donc, j'ai quelqu'un, donc l'animatrice QSE fait donc ces entretiens, les groupes de travail, et ensuite, on co-construit ensemble. On priorise les postes. Et donc, tous les éléments que je lui fais donc redescendre, elle est le relais sur le terrain. Donc, c'est la clé. Donc, avoir des pilotes, en fait. Exactement. Des personnes ressources. Entendu. Et un copil qui se fait en visio. Je suis d'accord. Ah oui, avec les 2 sites. Exactement. Pour impliquer tout le monde. Donc on l'a entendu, Kéris a utilisé plusieurs méthodes et outils pour analyser le travail réel. Mais peut-on faire avec des outils plus simples lorsqu'on est une petite entreprise? On y revient. Aude Cuny. Alors, l'analyse approfondie doit être mise en œuvre par une personne qui dispose de compétences en analyse de l'activité. Elle doit se baser sur une analyse du travail réel. L'analyse de l'activité, classiquement, mobilise plusieurs types de méthodes et plusieurs outils. Donc ça, c'est déjà important, je pense, de le redire. Alors, pour aider les entreprises qui seraient novices en matière d'analyse du travail, on propose des méthodes qui peuvent être un peu simplifiées. Alors, par exemple, la méthode d'analyse de la charge physique de travail qui a été élaborée par l'INRS peut être un moyen d'entrer dans l'analyse du travail parce que, d'une part, elle se base sur les difficultés partagées, ressenties et partagées par les travailleurs qui réalisent l'activité, les salariés plus largement, et d'autre part parce qu'elle va permettre en une seule méthode d'accompagner l'utilisateur dans la mise en œuvre de plusieurs techniques, des entretiens, des questionnaires, l'usage de checklists ou encourager vers un recours à un mesurage, tout ça de manière à pouvoir explorer les différents types de facteurs de risque et commencer à identifier les déterminants de ces facteurs de risque. Cécile Pasquet, je crois. Un autre outil peut être mis en avant, c'est Rythme 3, qui a été créé par la CARSAT Rhône-Alpes, qui a l'intérêt, lui aussi, de pouvoir questionner l'organisation et évaluer les facteurs de risque biomécanique. L'intérêt de cette méthode, c'est qu'elle est assez visuelle. Et puis, elle a dans sa grille d'analyse, elle a une colonne qui est très intéressante, qui est la recherche des déterminants, qui permet d'aller plus facilement vers la construction d'un plan d'action. Justement, on parle de déterminants. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est? Les déterminants, c'est un terme d'ergonomie, mais en fait, ça revient à aller chercher les causes de l'existence des facteurs de risque dans une situation de travail. Par exemple, si j'observe une salariée qui lève le bras pour prendre une pièce, donc le facteur de risque, c'est des postures contraignantes et sollicitation de l'épaule, et le pourquoi elle fait comme ça, pourquoi elle est obligée de lever le bras, et ben là on va les questionner, qu'est-ce qui dans son environnement l'oblige à lever le bras. Là typiquement, ça peut être le stock des pièces qui est en hauteur, par exemple. Aude, je crois que vous vouliez compléter. Oui, je partage tout à fait la présentation de Cécile. Simplement, rappeler que, en fait, c'est vraiment déterminant, les déterminants pour le coup, parce que, en fait, c'est la finalité de l'analyse. C'est-à-dire que la finalité de l'analyse, c'est bien de pouvoir remonter sur les causes à l'origine de l'exposition aux facteurs de risque, puisque c'est là-dessus qu'on va engager des transformations. Eh bien, merci pour ces échanges. Avec nos experts, nous allons maintenant répondre à quelques-unes des nombreuses questions qui nous sont posées sur le chat. On a notamment beaucoup de questions qui tournent autour de TMS Pro, et notamment cette première question, la mise en place de TMS Pro est-elle payante, Cécile? Non, c'est gratuit. C'est gratuit. C'est une réponse rapide et efficace. On a Laurent Péché qui nous demande, il serait peut-être intéressant de préciser les conditions de TMS Pro? Alors c'est difficile comme ça de définir les conditions de TMS Pro. En fait, on est sur un programme national qui a été construit initialement sur de la sinistralité, donc des entreprises qui avaient déclenché des maladies professionnelles et des accidents du travail en lien avec la manutention. On essaye de
cerner ce programme sur des établissements de plus de 20. Et l'objectif, c'est justement de leur demander de mettre en place une démarche de prévention ou de nous témoigner de ce qu'ils mettent déjà en place sur cette thématique-là, à travers le remplissage du fameux parcours, avec pour idée de pouvoir échanger avec eux sur ce qu'ils mettent en place et les aider à améliorer leur démarche si elle s'avère être incomplète. On revient sur l'idée de co-construction. Co-construction, toujours. On avait une autre question. Vous décrivez une démarche en 4 étapes. Sont-elles obligatoires et ne sont-elles pas un peu chronophages, notamment pour une petite structure? On parle là d'une menuiserie de 12 personnes, par exemple. Alors, les étapes sont obligatoires lorsqu'on décide de rentrer dans le programme TMS Pro de manière volontaire ou lorsqu'on est ciblé, comme ça a été le cas pour Kéris. On vous demande de suivre la démarche parce que c'est une démarche qui est progressive. Si vous commencez par faire des analyses approfondies avant d'avoir fait le fameux dépistage, ça n'a pas de sens. Il y a une certaine cohérence. Simplement, pour les plus petits établissements, donc une menuiserie de 12 personnes, c'est un petit établissement. C'est vrai que la démarche peut paraître un peu lourde et chronophage, mais il est tout à fait possible de l'adapter. Le dépistage se fait simplement. On n'a peut-être pas besoin d'utiliser un outil de dépistage. On échange entre nous, tous les salariés autour de la table, et on définit quelles sont les situations à risque. Puis après, sur la partie analyse approfondie, on se fait aider par des compétences extérieures. Comme on l'a évoqué précédemment. Combien de personnes ressources dois-je former, et notamment l'intérêt des binômes en cas de turnover, Aude Cuny? Moi, j'ai pas de réponse toute faite en la matière sur le nombre de personnes. Je pense que ça dépend des ressources qui sont disponibles en entreprise et du focus que l'on a élaboré à l'issue de l'état des lieux. L'objectif, en revanche, c'est bien de viser la pérennité de la démarche, et dans ce cadre-là, le recours à des binômes peut effectivement permettre d'assurer justement cette pérennité dans le temps. On a une réflexion autour de TMS Pro avec Jean-François Magourou qui dit: on ne décide pas toujours de rentrer dans TMS Pro, nous y sommes obligés, nuance. Oui, quand on est ciblé par la sinistralité. D'accord. J'aimerais rebondir sur la question du binôme. Il est important nous, on conseille de former des binômes à minima parce qu'on se rend compte, depuis le lancement du programme TMS Pro, donc en 2014, qu'on a eu un certain nombre des démarches d'entreprise qui se sont arrêtées au départ de la personne ressource. Donc, comme disait Aude, avoir un binôme, ça permet de limiter ce risque-là, et ça peut même aller plus loin. Nous, on a une entreprise de la saison 3 dans notre région qui a décidé de faire une formation en intra parce qu'elle souhaitait former un binôme d'animateurs de la démarche de prévention ainsi que l'ensemble de son service méthode pour que eux-mêmes soient plus sensibilisés au risque de TMS et qu'ils en tiennent compte lors de la conception des futurs postes. Exactement. Et vous, Malika Jean-Louis? Tout à fait, pour compléter ce que disait Madame Pasquier, ça dépend de l'ambition de la société. Savoir si on veut en faire une culture de prévention. Donc, plus il y aura de personnes TMS formées, plus le message sera plus clair, plus il sera répété, plus on pourra effectivement intégrer dès l'analyse des postes cette démarche TMS. Donc, je pense que c'est en fonction vraiment de la vision, de la stratégie de l'entreprise. Il n'y a pas de chiffre clé. Nous, on est 3. Effectivement, 2 personnes sur le terrain. Moi, j'ai été formée, mais je pilote la démarche. Donc, effectivement, c'est dû à la vision et à ce que l'entreprise souhaite faire passer comme message. Mais plus il y a de personnes formées, plus c'est important. C'est la pérennité, c'est ce qu'on a répété à plusieurs reprises, c'est s'adapter au profil de l'entreprise également. Et si l'on veut s'appuyer sur une intervention extérieure, comment choisir son ergonome, Cécile Pasquier? Alors, il y a plusieurs profils d'ergonomes. Soit on fait appel à l'ergonome du service de prévention et de santé au travail. Et à ce moment-là, on se dirige vers son médecin du travail pour demander l'intervention de l'ergonome. Soit on veut être accompagné par un consultant en ergonomie. Et à ce moment-là, ce qu'on peut conseiller à l'établissement, c'est de prendre le temps de rédiger un cahier des charges pour définir la mission qui est attendue de l'ergonome, pour pouvoir après contacter plusieurs ergonomes et avoir plusieurs propositions. Et pour ça, pour rédiger ce cahier des charges, on peut s'appuyer sur la brochure INRS ED860 qui aide et guide les entreprises à créer ce fameux cahier des charges.
Et si on parle de coût, est-ce qu'on peut estimer le coût de l'intervention d'un ergonome comme ça? Alors, en moyenne, les ergonomes facturent leurs prestations à 1 000 euros, en moyenne, 1 000 euros la journée d'intervention sur le terrain dans l'entreprise. Mais il faut savoir qu'à côté de ça, ils passent du temps aussi à analyser ce qu'ils ont pu observer en back-office. Est-ce qu'il y a des possibilités de subvention ou d'aide pour les entreprises? Alors oui, il y a nos aides financières CARSAT. Donc elles sont de deux types. Le premier, c'est le contrat de prévention qui peut permettre d'accompagner une entreprise dont le secteur d'activité a signé une convention nationale d'objectifs dans laquelle figure le risque de TMS. Mais c'est à viser des établissements de moins de 200 salariés. Après, il y a un dispositif plus récent qui s'appelle les subventions risques ergonomiques, plus communément appelé le FIPU, le Fonds d'indemnisation de l'usure professionnelle, qui permet en fait de financer, d'accompagner un établissement financièrement sur la réalisation d'une intervention d'un consultant en ergonomie ou alors la formation d'une personne ressource aussi, ainsi que sur du matériel. Et dans ce dispositif, il y a d'autres éléments qui peuvent être accompagnés. La sensibilisation, réaliser une sensibilisation en s'appuyant sur une compétence extérieure à l'entreprise, ou alors sur de l'accompagnement à l'aménagement d'un poste de travail pour une personne en risque de désinsertion professionnelle, donc qui nécessite d'avoir un aménagement de poste. Entendu. Et vous, Malika Jean-Louis, chez Keris, est-ce que vous avez pu bénéficier d'aide? Non, on n'a pas bénéficié d'aide puisqu'on n'a pas fait donc la demande auprès de la CARSAT. Et il faut savoir que chez nous, on a une culture prévention assez forte. Donc, c'est dans notre ADN. Donc, le fait de mettre cette démarche TMS Pro, il va de soi qu'on alloue les personnes, les ressources, puisqu'on dégage du temps pour faire, et le budget, effectivement, en cas de proposition de plan d'action pour pouvoir aménager les postes de travail de nos collaborateurs. Ça marque l'engagement de la direction, comme on le signalait tout à l'heure. Une question de Thibaut Revers. Quelle est la place des nouveaux acteurs de la prévention que sont les coachs sportifs, kinés ou ostéos? Une question plutôt pour vous, Aude. Oui, alors ils ont leur rôle à jouer dans la promotion de l'activité physique essentiellement. En gardant en tête que le risque TMS est donc un risque multifactoriel et que toutes les actions qui vont être mises en œuvre en matière de promotion de l'activité physique sont importantes, mais doivent être replacées dans une approche globale et une approche collective. Et multifactoriel. Et multifactoriel. Et en gardant en tête que, le risque étant multifactoriel, les actions de prévention sont majoritairement à la fois tournées vers l'organisation du travail, tournées vers la conception, la mise à disposition des outils, des équipements et des mesures plus individuelles du type formation, communication ou promotion de l'activité physique. Et une question de Gamil Saïd Ibrahim. Et quelle est la place du médecin du travail par rapport à l'évaluation des risques? Alors, le médecin du travail a tout à fait sa place à jouer dans l'évaluation de l'exposition aux facteurs de risque de TMS et dans la recherche des déterminants qui sont en lien. Donc, c'est un acteur à part entière. Bien sûr, oui. C'est un acteur à part entière qu'il faut solliciter, mais il faut aussi avoir conscience que les médecins du travail sont devenus une denrée rare et qu'ils ne peuvent pas forcément être très disponibles pour faire ces missions qui font partie de leur mission d'action en entreprise. Mais ils s'appuient sur leur équipe pluridisciplinaire, les intervenants en prévention des risques professionnels et notamment leurs ergonomes, pour pouvoir accompagner l'entreprise en cas de besoin. Une question d'Élodie Mangataillé qui demande est-ce qu'on peut combiner les subventions du FIPU et celles de TMS Pro? Alors, les financements FIPU sont celles qui sont mises en avant pour TMS Pro. Il n'y a pas d'autres aides financières existantes. Donc les aides en tout cas au niveau des CARSAT. Entendu. Je souhaite m'atteler à l'évaluation des risques de TMS dans mon entreprise de fabrication de saucissons, sans forcément investir dans un nouveau matériel. Comment est-ce que je peux faire, Aude? Alors, comme on l'a dit, ce qui va guider les transformations, c'est l'évaluation du risque qui a été fait en amont, l'analyse de l'activité.
La réponse technique, c'est une réponse parmi d'autres. Donc, dans une situation comme celle-là, il faudrait voir ce que donne l'analyse approfondie des situations de travail et s'il est nécessaire de transformer cet équipement ou si des mesures organisationnelles et techniques autres peuvent permettre d'améliorer les conditions de travail et de diminuer le risque sans toucher à l'équipement. Donc, encore une fois, c'est difficile a priori de répondre, mais la question peut être posée tout en analysant l'activité de travail. L'intelligence artificielle qui s'invite dans notre débat avec une question de Thierry Martin. Il existe actuellement beaucoup d'outils d'analyse. Avec la révolution IA, existe-t-il aujourd'hui un outil standard qui intégrerait les normes et risques pour évaluer les TMS, soit par risque ou par localisation? Alors, nous avons utilisé un outil qui s'appelle Léa. Donc, c'est un outil qui nous permet de filmer les collaborateurs sur les situations de travail et il met en évidence les différentes zones. Par exemple, si on lève l'épaule, si on se penche, les zones en rouge qui sont impactées. Et il faut, une fois que ça a été identifié, donc avec la méthode RULA, pour pouvoir comparer avec les angles et dire effectivement quel membre, quelle partie sera impactée. Mais cet outil n'a pas l'ensemble, ça prend pas la partie IA, c'est vraiment vidéo et ça nous signale juste les zones. Voilà. Mais demain, pourquoi pas. Alors, je veux bien compléter parce qu'effectivement, aujourd'hui, on a de plus en plus de solutions fondées sur l'IA, entre autres, notamment, qui permettent de participer à l'évaluation du risque. Il faut garder quelques éléments en tête. La première, c'est que bien souvent, ces outils sont tournés vers l'évaluation d'un type de facteur de risque, et bien souvent biomécanique. Donc, c'est intéressant, mais à condition de pouvoir le remettre dans une approche globale de l'évaluation de l'ensemble des facteurs de risque. Et puis, ça peut poser des questions aussi en matière de fiabilité de données. Donc, c'est un élément aussi à prendre en compte. Et puis, ne pas oublier que ces outils s'accompagnent, même s'ils peuvent être un peu vendeurs et faciles d'utilisation, s'accompagnent de conditions de mise en œuvre et de la nécessité de disposer de compétences, notamment pour interpréter les données. Donc, je pense que ce sont des outils qu'il faut surveiller et réintégrer dans le cadre d'une approche globale, encore une fois. Et ne pas les utiliser comme une réponse miracle. Mais je complète, puisque nous avons complété avec Rythme 3 et les autres outils, bien sûr. Voilà, c'est l'ensemble et on a vérifié que les résultats étaient cohérents et qu'on avait les mêmes résultats. Et alors Malika, justement, après tout ce travail, quid de la sinistralité chez Keris? Est-ce que vous avez pu constater une amélioration des choses? Est-ce que vous l'avez quantifié? Donc, effectivement, depuis cette démarche, mais même au-delà, puisqu'on a une culture prévention très ancrée, donc on a une diminution des accidents de travail. Voilà. Il faut décorréler du taux de sinistralité, puisque le taux de sinistralité peut augmenter si on a des arrêts plus longs. Mais effectivement, depuis 3 années, on a une baisse considérable des accidents de travail. Surtout, nous, on surveille en particulier ceux à la manutention manuelle, puisque c'est ceux qui sont mis en évidence par rapport à notre cœur de métier. Maladie professionnelle également, donc ce sont nos 2 indicateurs phares et on surveille effectivement cet indicateur. Donc, une démarche et un travail qui porte ses fruits, on entend. Tout à fait. Une question de Laurent Burlet. Quel peut être le rôle d'un conseiller en prévention de SPSTI dans l'analyse des TMS en complément d'un ergonome? Cécile, peut-être? Je ne sais pas s'il y a besoin d'avoir les deux. C'est l'un ou l'autre en fonction des compétences et des missions qui sont allouées à ce profil-là. En général, c'est quand même plutôt les ergonomes, lorsqu'il y en a qui interviennent dans les entreprises pour faire cette analyse-là, l'analyse approfondie, parce que c'est leur métier. Après, un IPRP plus généraliste qui a de l'expérience ou qui est bien sensibilisé est tout à fait en capacité de mener seul l'analyse, comme ça se passe d'ailleurs dans les entreprises lorsqu'elles ont une personne ressource interne. Donc voilà, je pense pas que, enfin après je ne suis pas d'un service de santé, mais je ne suis pas sûr qu'ils puissent se permettre de mettre les deux fonctions dans la même entreprise en termes de moyens. Un retour sur TMS Pro avec une question de Laure Windelschmidt qui a priori travaille dans un centre hospitalier et nous demande est-ce que TMS Pro ne concerne que le secteur privé? Oui, clairement, parce que nos assurés, ce sont les salariés du secteur du régime général, donc du privé. Maintenant, s'il y a des contractuels dans le centre hospitalier, il est tout à fait possible que l'établissement soit ciblé ou
qu'ils veuillent mettre en place une démarche de prévention. Et ils peuvent se rapprocher de leur CARSAT pour avoir plus d'informations. On sait d'ailleurs que dans ces établissements, il y a de plus en plus de gens contractualisés. Dans quelques instants, notre émission va toucher à sa fin, mais je vous soumets encore une ou deux questions de façon très rapide. Combien de temps dure une évaluation des risques de TMS environ? On revient donc à la question de la durée. Aude, peut-être? Alors, il n'y a pas de durée standard, encore une fois, ça va dépendre des ressources, du focus, etc. Mais effectivement, ça a déjà été évoqué plusieurs reprises, une analyse, une évaluation bien faite peut demander du temps. Il faut prendre ce temps pour... Oui. Si, je peux me permettre de compléter par l'expérience. Il y a 2 phases dans l'évaluation. Il y a la fameuse dépistage. Passer une grille de cotation pour le dépistage, en 5 minutes, lorsqu'on l'a appréhendé un peu, en 5-10 minutes, on peut coter un poste, une situation de travail. Par contre, sur la partie diagnostic approfondi, c'est plus long. Si on utilise des outils, là encore, ça va restreindre le champ d'investigation et donc le temps, 2, 4, 6 heures. Si on est sur une analyse plus poussée, une analyse ergonomique par un ergonome, ça va mettre plusieurs jours. Et il faut rajouter à ça les temps passés dans les groupes de travail pour analyser, décrypter et rechercher des pistes de solutions. Et les temps de copile. Je crois justement, Malika, que vous vouliez réagir sur le fait que ces personnes ressources, elles ont aussi d'autres activités. Exactement, puisque en plus de cette casquette personne ressource, c'est une personne qui a d'autres activités, qui fait ses missions quotidiennes, sa mission première, pourquoi elle est en entreprise. Donc je souligne l'importance de pouvoir laisser du temps, puisque le temps c'est la clé pour pouvoir étudier, approfondir et embarquer. Parce que si effectivement on arrive trop tôt avec un projet déjà préparé et aller vers la solution, on n'ira pas vers une solution pérenne. Donc, si il faut retenir quelque chose, le temps, c'est la clé. Et laisser du temps à la personne ressource en plus de ses missions annexes. Donc ça, c'est quand la direction le permet, c'est un réel confort pour pouvoir aller vers cette démarche et aussi porter cette démarche. À quel moment peut-on ou doit-on, si on a bien écouté l'émission, on se figure un peu la réponse, associer les salariés de l'entreprise à cette démarche? Aude Cuny? Alors, il faut les associer dès le démarrage et jusqu'à la fin. À minima, il faut aussi informer l'ensemble des salariés de l'entreprise, même ceux qui ne sont pas directement concernés par l'action de prévention, mais pour qu'ils soient informés de la démarche qui est mise en œuvre. Et puis, bien sûr, on associe l'ensemble des salariés de l'entreprise, et en particulier les travailleurs directement concernés, à l'analyse des situations de travail, l'évaluation des facteurs de risque et la recherche des transformations. Et si je peux me permettre de compléter, ne pas oublier le management. Les managers de proximité sont un relais important sur le déploiement de la démarche. Et vous, chez Keris, il me semble que vous insistiez sur l'importance du service méthode, c'est ça? Effectivement, nous aussi, nous avons l'opportunité d'avoir un service méthode en interne qui a été sensibilisé d'ailleurs, puisque au début, quand on vient avec une démarche TMS Pro, on leur demande de faire certains changements pour pouvoir comprendre l'enjeu. Donc, on les a d'abord sensibilisés. Aujourd'hui, c'est une priorité. Quand il y a un nouveau changement de poste ou vraiment une réimplantation de produits, ils vont d'abord faire appel au service QSE pour pouvoir, bien sûr, monter le projet en prenant en compte les conditions, adapter le travail à l'homme. Donc, c'est la clé. Et je pense qu'on peut pointer aussi le rôle du CSE et des instances représentatives du personnel. Tout à fait, qui sont présents, puisqu'on a un copil quand même assez chargé, avec la direction présente, donc WSL, du moins logistique, la CARSAT, le CSE, le QSE. La médecine du travail, malheureusement, n'a pas pu participer, mais effectivement, ce copil est assez complémentaire. On a également aussi, on fait intervenir au besoin le service méthode ou les collaborateurs aussi, si besoin. Ou la maintenance. La maintenance aussi également. C'est vrai que c'est assez diversifié. Une petite dernière question pour vous, Malika, de Jérémy Philippe, qui demande: Keris a-t-il fait le choix d'inclure des exercices pour que les salariés s'échauffent, ou bien de temps de pause pour des siestes flash sur le temps de travail ou lors des temps de pause, et plus largement l'avis du plateau sur ce sujet? Alors effectivement, on a en logistique développé le réveil musculaire. Donc le matin, quand ils arrivent avant de prendre leur poste,
des collaborateurs, ils ont 15 minutes de réveil musculaire. D'accord. Oui, Donc c'est une pratique qui se développe. C'est une pratique qui se développe. Voilà. C'est complémentaire pour rejoindre ce qu'elle disait. Oui. Pour résumer, qui doit être impliqué dans la démarche d'évaluation des TMS? Donc on a balayé un petit peu, mais Cécile Pasquet peut-être pour résumer. Tout le monde. Tout le monde. Tous les acteurs de l'entreprise ont à un moment ou à un autre un rôle à jouer dans la démarche de prévention. On a parlé très rapidement de la maintenance sur la recherche de solutions ou d'amélioration ou de modification d'un poste de travail. Eux, ils interviennent derrière pour faire l'entretien. Donc, il faut y penser. Ça peut être aussi service des achats. Lorsqu'on achète des outils pour pouvoir travailler, tenir compte de l'impact de ces outils sur l'exposition, par exemple sur une visseuse, sur l'exposition au risque de vibration a son importance. Donc voilà, en fonction du moment de la démarche et des thématiques qui sont travaillées, il faut inclure l'ensemble des acteurs de l'entreprise, à mon sens. Une dernière question du chat, parce qu'il y en a beaucoup, c'est un sujet qui fait parler. Une question de Solveig Priez. En cas de fort roulement des équipes, est-il pertinent d'être avec un copil unique plutôt que de créer des groupes de travail au fur et à mesure des présences du jour avec une organisation en conséquence? Je précise que Madame Priez travaille dans un EHPAD. Clairement, le comité de pilotage a un rôle vraiment de pilotage. Donc, c'est pas lui qui va faire les analyses. De fait, c'est pas un problème d'avoir un comité de pilotage, on va dire, central. Par contre, il est clair que sur la partie analyse des situations de travail, il est intéressant d'aller voir les différentes situations de travail en journée, la nuit, en semaine, le week-end, parce que les organisations sont différentes pour avoir une vision plus large de la situation de travail. Et au plus près du terrain. Et au plus près du terrain, toujours. Activité réelle, travail réel. Pour conclure cette émission, une dernière question, si vous le permettez. Quel serait le message clé que vous souhaitiez que nous retenions de votre témoignage? Je vous donne la parole, Aude Cuny. Alors d'abord une évaluation des facteurs de risque fondée sur le travail réel, ça a été dit plusieurs fois, et puis le fait que l'évaluation n'est rien sans la transformation qui suit. Donc voilà, parfois je pense qu'il vaut mieux avoir des focus plus restreints, de manière à pouvoir mettre en œuvre la démarche jusqu'au bout, se mettre en confiance, l'éprouver, et puis continuer ensuite, que d'avoir des objectifs trop compliqués dès le départ. Donc voilà, je pense qu'en termes de prévention, chaque pas compte. Cécile Pasquet, un mot de la fin? Pour moi, le premier et le plus important, c'est l'engagement réel de la direction dans la démarche. Impulser et suivre la démarche, pas juste dire j'impulse et après je donne la main à un pilote. Et dans un deuxième temps, c'est prendre le temps. On l'a bien dit, faire de l'analyse, ça prend du temps. Et il faut pas faire l'économie de ce temps-là, ne pas aller directement aux pistes de solutions. C'est on observe, on analyse, on confirme et après on recherche des solutions. Moi, je dirais, pour pérenniser la démarche, c'est d'être dans le principe de l'amélioration continue. Chaque année, effectivement, repartir en plus des postes évalués, ne pas laisser statique, mais vraiment faire évoluer en prenant en compte les différents changements qu'il peut y avoir et amener, faire progresser cette démarche et la revoir régulièrement. Merci à toutes les trois pour vos éclairages. Voilà qui conclut notre émission. Nous n'avons malheureusement pas pu répondre en direct à toutes vos questions. Vous étiez près de 900 à nous suivre en direct et je vous en remercie. L'assistance INRS continue à vous répondre. Pour plus d'informations sur l'évaluation des risques TMS ou plus largement sur la question des risques professionnels, rendez-vous sur le site de l'INRS ou ses réseaux sociaux, ainsi que le site de la revue Travail et Sécurité. Je vous remontre. Merci et à bientôt pour une nouvelle émission des rendez-vous de Travail et Sécurité.